Donc, on commence ce live avec Macron-Barnier, la politique est-elle une affaire de professionnels? Nouveau format de host emoji pour Blast. Donc de ce que j'ai compris, c'est un peu dans la même veine des portraits, mais pas réellement, donc on va voir ce que ça donne. Bah c'est parti. Ça ressemble aux portraits. Ça a les présentateurs des portraits. Ça a le goût des Mais portraits. ce n'est pas les portraits. Attends, comment ça le goût? Bienvenue dans ce nouveau format qui répond au doux nom de contexte, à dire avec une inflexion interrogative. Évidemment, petit hommage au grand, au très grand, que dis-je, Fred Dugrenier, contexte, évidemment. D'ailleurs, je crois même que sur Twitter, il a dit « j'aurais dû déposer un copyright pour contexte et tout ». Il a bien aimé le clin d'œil, c'est marrant. Et l'accent du Sud. Dans contexte. Faut dire avec l'accent du Sud. J'arrive pas à faire l'accent du Sud. Donc, dans contexte, on va vous parler de sciences sociales et de politique. Notre but, ça va être de vulgariser la sociologie et la science politique pour mieux comprendre notre société, le tout en s'appuyant sur des travaux de chercheuses et chercheurs payés 1 600 € par mois à Bac+10 et en pleine dépression. Alors, faites des grandes études, parce que ça paye. Faites les études que vous avez envie de faire, mais soyez conscients que, et consciente que parfois, les grandes études, ça paye pas tant que ça, malheureusement. Et le tout avec des blagues pour essayer de mieux faire passer des textes parfois complexes comme ceux de Bourdieu ou de Weber. Ouais, le mec qui a écrit Les Fourmis. Il y aura parfois des bonnes blagues, vous inquiétez pas. En tout cas, intéressant la prémisse de ce nouveau concept. Ah oui, ça a presque le générique des portraits aussi. En tout cas, dans ce premier épisode, on va essayer de vous mettre de bonne humeur, puisqu'on va commencer par parler de Michel Barnier et de Macron. Oh bah une bonne occasion de nous mettre de bonne humeur, ça dit donc. Ah là là, franchement, Macron, Barnier, quand vous pensez bonne humeur, quand vous pensez joie, quand vous pensez enjoy, est-ce que c'est pas Macron et Barnier les premiers mots qui vous viennent en tête? Franchement, moi en tout cas, ça et Marine Le Pen, c'est vraiment les trucs qui me mettent en joie. C'est Macron maintenant, ouais, absolument. Est-ce que vous vous rappelez de 2017? Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, 2017 c'était l'anniversaire des 500 ans de la réforme protestante de Martin Luther, Mais c'était surtout la sortie de Breath of the Wild, évidemment, on s'en souvient tous. Mais oui, c'était aussi, bien évidemment, la sortie de La Fête est finie d'Orelsan. N'empêche quelle année, 2017? Les élections présidentielles, parce que oui, évidemment, c'était ça. La Fête est finie, Breath of the Wild, la sortie de la Switch, fin 2016, début 2017. Quelle année, quelle année! Ah là là, qui aurait pu prédire? je sais ce que vous allez me dire, 2017 c'était l'anniversaire des 500 ans de la réforme protestante de Martin Luther, mais figurez-vous que 2017 c'était aussi une année d'élection présidentielle. Ah bon? C'est l'année où notre calvaire a commencé. Sérieux, 2017, il y avait les élections présidentielles, personne m'a dit. Ah, c'était pour ça, tous ces gens dans la rue après la fac qui étaient là en mode « Oui, est-ce que vous connaissez la France Insoumise ?» D'accord. Puis bon, maudit, c'est là où notre calvaire a commencé. Bon, il avait commencé avant avec Flamby Junior, là. Mais bon, effectivement, sous Flamby, ce n'était que la pointe émergée de l'iceberg. Que Macron allait faire ressortir le reste, quoi. Il est 20h, voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. C'est fou, c'était seulement en 2017 quoi. Il y a 2 ans selon la police et 40 ans selon les manifestants. Excellente blague, ma foi. Une des grandes idées du Macron de 2017, c'était de vouloir laisser plus de place à la société civile. Notamment pendant les législatives. Et en vrai, cette idée de ramener des gens de la société civile, tout ça, en soi, ça peut paraître être une bonne idée, tu vois. Genre, si c'est toujours les mêmes, qui font des carrières politiciennes depuis des années, hors du réel, etc. Ouais, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir du sang neuf, du renouveau, des gens qui veulent pas forcément faire carrière, donc qui auront aucun intérêt personnel à faire des choses en politique vis-à-vis de ça et tout. Sur le papier, c'est bien. Le problème, c'est que quand tu ramènes que des cadres, que des gens qui sont dans l'économie, dans le management, etc., et l'économie bullshit, pas l'économie du réel, pour reprendre leurs mots. Quand tu mets que des gens comme ça, qui finalement se disent, tiens, la carrière politique, c'est pas mal quand même niveau avantage, la bonne idée se transforme en idée de merde, très vite. Et c'est la différence entre est-ce que tu veux ramener de la société civile comme un libéral ou comme un gauchiste, tout simplement. Comme un libéral, tu ramènes des libéraux, tu ramènes du management, tu ramènes des gens comme ça, alors que si tu le fais comme un gauchiste ou même comme quelqu'un de juste un minimum qui veut vraiment faire des trucs pour la France, qui veut vraiment du vrai sang neuf, tu ramènes du kéké, tu ramènes du Boyard, tu ramènes des gens comme ça, tu vois, des vraies personnes comme faisait le Parti communiste il y a fort longtemps, avec des ouvriers à l'Assemblée qui savent en fait ce qu'il faut pour les ouvriers, parce que, surprise, c'est des ouvriers. Donc bizarrement, ouais, ils savent un peu mieux que les politiciens, politicards et les managements ce qu'il leur faut. Mais bon, on va expliquer ça à Macron, lui il croyait avoir d'être ça avec son idée de génie, allez champion. L'idée c'était de renouveler la politique, de présenter des profils nouveaux, de bousculer ce vieux monde et ses élites renfermées sur elles-mêmes.
Et Emmanuel Macron, avec sa jeunesse, avec l'enthousiasme qu'il a su focaliser, avec la liberté d'esprit qui est la sienne. Alors Emmanuel Macron et sa jeunesse, alors oui, il est jeune, oui, il a pris Attal plus tard, etc. Mais bon, excuse-moi, mais si tu veux vraiment jouer sur la jeunesse en 2017, parce que en 2017, c'était qui avait le plus rassemblé les jeunes, c'était qui avait même fait émerger une nouvelle génération qui s'intéresse à la politique, une génération qui soit doumait dans son coin en mode on est foutu, ou soit qui était en mode ouais tous pourris, ou soit qui s'en battait les steaks parce qu'ils étaient jeunes. C'est qui a ramené la jeunesse dans le champ politique? C'est qui, au hasard, s'est inspiré de ses collaborateurs, collaboratrices, de son entourage, de jeunes personnes pour réussir à transformer sa manière d'utiliser la politique, sa manière de faire la politique, avec par exemple des hologrammes, une chaîne YouTube qui est devenue la plus grosse chaîne YouTube politique française, avec du Twitch, du TikTok, à essayer de mieux comprendre et de s'adapter aux jeunes, d'échanger avec eux. C'est Macron qui a fait ça, dis-moi François? Putain mais décidément, François c'est vraiment un prénom de merde, hein, entre François Bayrou, François Hollande, François Ruffin, n'appelez pas votre enfant François, it's the new traître en fait. Mais non mais sur la jeunesse frérot, vraiment, va pas sur ce terrain-là. Avec l'originalité d'approche et de pensée, et l'audace, le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il n'en a pas manqué pendant l'année 2017. Oh là là, mais François, attends, par contre, fais gaffe, il t'en reste un peu là. Il t'en reste même tout là. Franchement, mais suce-boule. Moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est que on dit oui, Mélenchon, il a une cour, Mélenchon, machin et tout. Mais vous avez vu l'entourage de Macron quand il parle de Macron? On dirait un gourou de secte. Oh là là, qu'il est jeune, oh là là, qu'il est beau, oh là là, Macron. C'est bon, c'est pas le Messie. Oh, Macron Sensei, vous êtes si fort, si intelligent. 40 piges la jeunesse dans le monde politique peut-être, mais chez le peuple c'est autre chose. Oui, et puis surtout, il y a jeunesse d'esprit. T'as beau être super vieux, tu peux être jeune dans ton esprit. Genre, je pense que Mélenchon est bien plus jeune dans sa tête que Macron. Macron, c'est un dinosaure dans sa façon de faire. Regarde Giscard. Giscard, à l'époque, c'était censé être le candidat jeune, déjà physiquement. Ça se voit pas des masses. Et en plus, dans la politique qu'il fait, désolé. Franchement, niveau politique, vous faites une politique d'il y a au moins 40 ans. D'il y a au moins 40 ans. Ah non, mais Poutou et Mélenchon, largement plus jeunes dans l'âme. Mais oui, mais bien sûr. Même ma daronne, elle est plus jeune dans l'âme. Big up maman, si jamais tu vois le best-of et que je mets ce moment dans ce best-of. Je connais des vieux qui sont jeunes et des jeunes qui sont vieux. Hein. En plus, on a tous connu quelqu'un, genre, même dès l'école primaire, il avait 40 piges dans sa tête. C'est l'élève chiant. On en a tous vu. Et à l'inverse, on a tous vu une mamie qui rox. Mais ouais, non, Bayrou, mais quel suceur. À chaque fois que je l'entends sur Macron, c'est oui, monsieur Macron, est-ce que vous préférez que je vous lèche les boules pendant ou après vous avoir... C'est pathétique, François. Il a su faire naître un monde nouveau. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, on a ça. Bonsoir, monsieur le Premier ministre. Bonsoir, madame Coudray, merci pour votre invitation. On est passé de gna gna gna, société civile, à Michel Barnier, Premier ministre. Le mec est quand même sur des archives de l'ORTF. Michel Barnier, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans et vous êtes originaire de Savoie. Alors déjà, sa tête est terrifiante à Barnier, hein, quand il était jeune. On est d'accord que quand il était jeune, il avait l'air d'être proche de Vichy, mais pas pour les bonbons, si vous voyez ce que je veux dire. Mais non, mais on est d'accord qu'on dirait un nazi. Non mais je dis pas que c'est un nazi, hein. Je veux pas faire de diffamation ou quoi que ce soit, mais premier degré. Il a une tête de nazi. Il a une tête de SS. Vraiment. Tu mets deux petits S là sur le côté avec un costume Hugo Boss et vraiment, il a une tête de SS le gars. Ah ouais, génial, la société civile et la jeunesse de Macron. Wouh! C'est l'ORTF, c'est un vieux qui est dans la politique depuis les années 70. Super! Michel Barnier, vous êtes étudiant, vous avez 20 ans et vous êtes originaire de Savoie. Mais d'où exactement? Savoie ou pas? Bien, j'ai toujours vécu à Albertville, qui est une cité qui se trouve au confluent de plusieurs vallées. À l'époque, il avait vraiment une voix à la Giscard, je trouve. On n'avait pas le monopole du cœur. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, sans déconner, il a une voix à la Giscard. 20 piges, il avait déjà une voix de vieux. Non mais de ouf des guenailles. Non mais on est d'accord, il a une voix à la Giscard et je trouve qu'il a plus de flow maintenant qu'à l'époque, Barnier. C'est quand même impressionnant de plus avoir de flow aujourd'hui que quand t'as 20 piges. C'est terrible. Il a 20 piges, on dirait qu'il en a 40 le frérot. Non mais force à lui, hein, mais... Mais comment on en est arrivé là? Comment on est passé de la promotion de la société civile, de gens jamais élus, à la nomination d'un Premier ministre qui a quand même été élu la première fois sous Pompidou? Bon, alors Pompidou, pour les jeunes qui regardent, alors c'est pas que un endroit dans Paris. À la base, Pompidou, c'était un président qui est mort en plein mandat. Mais pour vous dire à quel point c'est vieux, hein, c'était le successeur de Gaulle, si je dis pas de conneries, Pompidou. Pour vous dire à quel point c'est vieux, le mec était là juste après De Gaulle. C'est pas mal. Dites-vous que quand ce mec a commencé sa vie politique, eh ben, on te disait Star Wars, les gens te disaient pourquoi tu me parles de guerre et d'étoiles. Quand ce mec est arrivé, on venait à peine de marcher sur la Lune. Quand ce mec est
arrivé, le PS n'avait pas trahi. Vous vous rendez compte à quel point c'est vieux tout ça? Là, on est obligé de faire un récap. 2017, ça commence à être loin. C'est vrai, si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous aviez 13 ans à l'époque, donc vous suiviez peut-être pas tout. Et puis on a tendance à avoir la mémoire courte en politique. Et ça c'est vrai, on a vraiment tendance à avoir la mémoire courte. À part les dingues de politique ou les gens qui suivent vraiment tout ça, globalement, à part vraiment des trucs où les médias ont décidé de le garder, comme La République c'est moi, parce que ça bizarrement les gens veulent pas oublier, mais la plupart des gros trucs, une info en fait oublier une autre quoi. Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues. Oupsie, t'as perdu, parce qu'il y en a toujours plein. D'ailleurs, ça a même augmenté, alors pas que de ta faute, hein, parce que voilà, il y a eu le Covid, il y a eu d'autres trucs, mais bon, tu n'es pas sans conséquence sur le truc, hein, on va pas se mentir frérot. Avant d'être le forcené qu'on connaît, le Macron de 2017, c'est un homme politique jamais élu, qui n'a jamais eu de mandat, mais qui a été secrétaire général adjoint et ministre de l'économie de François Hollande. Et d'ailleurs, le Macron de 2017, alors pour les plus jeunes, ils l'ont peut-être oublié, mais il y avait un vrai truc de beaucoup de gens croyaient en son délire de ni droite ni gauche, de société civile, de réinventer totalement la politique. Bon, on était aussi beaucoup à voir l'entourloupe et à se dire oula, oula, oula. On pensait pas à ce point-là, par contre. Je vais pas vous mentir, moi je pensais pas que ça allait nous amener à ce qui est là maintenant. Mais à l'époque, quand tu revois les discours de Macron, il avait des discours très intéressants des fois. Hein. Et c'est ça qui est d'autant plus bâtard, c'est que c'est même pas un mec qui n'a aucune conscience de certaines choses, tu vois. C'est que le gars, il avait des discours sur la jeunesse, sur l'immigration, sur le racisme, l'homophobie et tout, qui était, je dirais pas de gauche, mais un minimum progressiste, et ça montrait qu'il avait une conscience de certaines problématiques et de certains problèmes. Et c'est ça qui est d'autant plus rageant, c'est que c'est même pas un vieux con qui juste savait pas ou s'en bat les steaks, non, c'est qu'il a fait genre ça l'intéressait. Et il a poignardé les gens, quoi. En 2017, Macron, il arrive. Je viens de disrupter la politique française. C'est fini le conservatisme. C'est fini tout ça, là, c'est le nouveau monde. La vieille politique, c'est plus pour nous. Cet homme jeune et flamboyant était venu nous sauver avec son mouvement politique En Marche. Alors, pour être honnête, tout le monde le faisait à ce moment-là. Hein. Même Mélenchon, en 2017, il était en mode, oui, ni de droite, ni de gauche. Bon, sauf que lui, il assumait ses valeurs sociales et tout, mais avait un délire de les clivages. 2017, c'était vraiment une période où les clivages, on voulait plus trop en entendre parler. La politique à papa, ça cassait les pieds parce que, les gens ont voté pour les socialistes en 81, on s'est fait poutrer. Il y a eu un gouvernement de droite, on s'est fait poutrer. On a eu un espoir avec les 35 heures, mais ensuite il y a eu la droite et on s'est fait poutrer. Et ensuite, de nouveau espoir avec Hollande et la trahison. Donc au bout d'un moment, wesh, ni droite ni gauche, gros, ça y est quoi. Et c'est compréhensible hein, à l'époque, c'était une vraie méta. Après, peut-être qu'il fallait ça, justement, ce petit aparté macroniste, même si ça a duré quand même beaucoup plus longtemps que prévu. Peut-être qu'il fallait ça pour que les gens se rendent compte que non, les clivages, ils sont importants et ils sont pas là pour rien et que la droite et la gauche ont des vraies valeurs, ont des vraies significations et que c'est pas à prendre à la légère. Peut-être qu'il fallait ça, mais bon. Mais ce Macron-là n'a pas duré très longtemps et les blagues sur son côté moderne et Startup Nation se sont arrêtées assez rapidement. Et pendant la campagne de 2022, l'ambiance c'était plutôt « après moi, le déluge, votez pour moi, vous allez tous crever ». En fait, ils ont raison, c'est là où c'était intéressant, c'est que 2017, Macron, il arrivait comme le challenger, comme le mec disruptif qui allait tout changer, et même si effectivement il avait déjà un pied dans la politique, avec déjà un ministère, c'est pas mal quand même comme pied dans la politique, on pouvait éventuellement croire que le mec qui a travaillé pour Rothschild, le Mozart de la finance, en plus il parle bien, il représente bien, je veux dire physiquement, il y a un truc, tu vois, il y a une prestance, on peut pas lui enlever ça à Macron. Surtout à ce moment-là, tu vois, il arrivait bien à jouer ce truc de gendre idéal, pas trop gauchiste, mais en même temps humaniste, tu vois, il y avait un bon équilibre. Mais sauf qu'au bout de 5 ans de repolitique répressive, 5 ans de cadeaux riches, 5 ans avec les gilets jaunes, le Covid, etc., il peut plus faire semblant. Et là, du coup, il a fait exactement la même stratégie que tous les autres, c'est voter pour moi, sinon il y aura l'extrême droite. Donc moi, c'est ça qui me fait assez marrer, c'est que Macron, qui était censé être le mec disruptif, qui allait tout changer, machin, se retrouve petit à petit à faire les mêmes politiques que tout le monde, mais en attendant, les seuls qui innovent vraiment, c'est à gauche, et vite fait à l'extrême droite, même si c'est que sur la forme et pas sur le fond. Mais c'est quand même ironique. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Mais Macron, c'est là où tu te rends compte qu'il est trop fort. C'est un blablateur de
ouf. Alors bien sûr, il est pas aussi fort que les cadors de l'époque, hein, comme Chirac par exemple, qui est vraiment le blablateur par excellence, parce que non seulement il blablate bien, il a l'air super sympathique, mais surtout, on y croit en fait. Il le fait naturellement, alors que Macron, même si c'est un très bon blablateur, il y a quand même ce truc posture un peu. Mais il est trop fort, et c'est ça qui est casse-couille. Mais bon, du coup, il sait qu'on n'a pas voté pour lui que pour lui, mais aussi pour faire face à l'extrême droite. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? S'allier à l'extrême droite. Bah ouais, logique, on a voté pour lui pour pas avoir l'extrême droite. Du coup, pourquoi pas s'allier avec eux? Hein, bah oui, tant qu'à faire. Ce vote l'a obligé à faire n'importe quoi et le Macron de 2017 n'est plus qu'un souvenir. On se rend bien compte aujourd'hui que c'est un politicien comme les autres. C'est pas comme si la gauche avait prévenu dès sa nomination au ministère de l'économie, mais bon. Qui aurait pu prédire? Et les 50% d'élus de la société civile dont parlait Richard Ferrand dans l'extrait qu'on vous a mis tout à l'heure, ils sont passés où? Pendant les législatives de 2024, c'était plus du tout la question. Les députés macronistes devaient conserver leur siège et défendre leur bilan, c'est tout. 7 ans plus tard, ces représentants de la société civile ont disparu ou alors se sont devenus des professionnels de la politique. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est vrai que 2017, c'est à la fois tellement vieux et tellement récent, mais en fait surtout, il s'est passé trop de trucs depuis 2017, vraiment. Les gilets jaunes, le Covid, les Jeux olympiques et même d'autres trucs, mais il y a eu tellement de trucs que, en fait, si jamais on mettait quelqu'un de 2017 qui avait voté Macron en 2017 là, aujourd'hui, mais il verrait la douille. Sauf qu'il y avait tellement de trucs qu'on a limite oublié. Moi le premier, hein, j'avais limite oublié son truc de la société civile. Quand on m'en reparle, ça revient direct, hein. Et même quand moi je réfléchis à 2017, ça revient direct. Mais c'est plus un truc qu'on a dans la tête en mode ah oui, la société civile, ah oui, le renouvellement politique. Tellement il s'est assimilé à la vie politique comme un politicien lambda en fait, Macron. JPP de lui en fait. Et c'est là qu'on va avoir besoin des sciences sociales, puisqu'il faut qu'on vous explique ce qu'on entend par professionnel de la politique. Et pour ça, il faut qu'on vous parle d'un sociologue très célèbre, Max Weber. Ouais, le mec qui a écrit Les Fourmis. Alors ça suffit maintenant, c'est une nouvelle saison, donc tu arrêtes, les gens chez eux, ils sont gênés. Tout le monde est gêné. Alors continue, host. Continue. Donc on veut que tu sois gênant. Max Weber, c'est un sociologue allemand, considéré avec le français Émile Durkheim comme l'un des fondateurs de la sociologie moderne. Et Max Weber, en 1919, il a écrit un bouquin qui s'intitule Le savant et le politique, dans lequel il donnait une définition du politicien professionnel. Max Weber suivait, à travers les siècles, le développement d'une catégorie sociale, d'un type d'homme qu'il appelait politicien professionnel. Celui qui tire sa subsistance de la politique, qui vit par et en même temps que pour elle. Et donc dans cette définition, il y a deux choses, vivre par la politique et pour la politique. On va commencer par l'idée de vivre pour la politique. J'aime la politique, j'aime la politique. En fait, quand on dit vivre de la politique, c'est pas une histoire de passion, mais plutôt une question d'organisation. Oui, d'organisation du travail politique. Pour gagner, il faut mener des campagnes politiques et pour ça, il faut des équipes politique. Le politiste Rémi Lefebvre explique que la politique devient de plus en plus une activité qui est autonome par rapport au reste de la société. C'est-à-dire qu'avec le temps, la politique fonctionne de plus en plus avec des codes, des règles qui lui sont propres et de plus en plus en vase clos. Et ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème que la politique soit en vase clos et ne soit plus quelque chose qui, entre guillemets, concerne le peuple. Parce que ça concerne le peuple, évidemment, c'est la politique. Mais il y a une différence entre ça concerne le peuple, mais on le fait à part du peuple, ou ça concerne le peuple, mais soit en l'intégrant dedans, ou soit en s'intégrant dans le peuple. Et le fait que la politique soit de plus en plus quelque chose de politicien à part, etc., ça fait que c'est fatalement déphasé de la réalité. Combien de politiciens on a vu dire des dingueries, genre Copé qui croyait qu'un pain au chocolat c'était 15 centimes, un mec qui était, je crois, soit ministre, soit assistant parlementaire de l'emploi, qui croyait que le SMIC c'était 2000 balles, ou des trucs comme ça, tu vois, ou qu'il y en a, ils croient que 4000 balles c'est le revenu moyen d'un Français. Parce que c'est le cas pour eux, c'est le cas des gens qui côtoient. Donc tu m'étonnes qu'au bout d'un moment, ils croient que c'est ça la vie. Mais non, c'est pas ça la vie. La vie c'est dur, la vie c'est des gens qui souffrent, qui galèrent, qui arrivent pas à payer leur loyer, qui, si jamais ils ont plus leur RSA, ou si jamais tu leur enlèves 10 € du Crous, ou si jamais tu leur enlèves leur mutuelle, ou un peu de sécurité sociale, ils sont dans la merde. C'est ça la vraie vie des gens. C'est pas vos trucs de politiciens. Et c'est ça qui est dangereux quand les politiciens, ils finissent par être entre eux. Et c'est pareil dans tous les domaines, c'est logique. Si t'es entre gauchistes, tu vas croire que les idées gauchistes, c'est les idées évidentes et que tout le reste, c'est à la poubelle. Pareil si t'es entre droitards. Et du coup, tu ne peux plus parler qu'avec les gens de ton cercle. Mais non, mais ça marche pas comme ça, quoi. Les Guignols avaient caricaturé ça, d'ailleurs, dans la fiction des Guignols. Ils expliquaient, en gros, que le monde politique pourrait fonctionner sans le peuple. Les vrais gens ont disparu. Nous devons échanger toutes nos informations sur le sujet. Ah oui, d'ailleurs, les
Guignols la fiction, donc un espèce de film, un téléfilm sur les Guignols, qui est excellent d'ailleurs, je vous le conseille. Je crois qu'il est trouvable soit sur Daily ou soit sur YouTube, un truc comme ça. Je vous conseille d'ailleurs l'excellente vidéo de The Reg sur les Guignols la fiction, qui en parle très bien, si jamais vous avez la flemme de regarder toute la fiction. Ça spoil rien, ou très peu, mais ça spoil pas la fin, ça spoil pas les gros trucs du téléfilm. Vraiment, je vous conseille, et je vous conseille d'ailleurs The Reg en règle générale. Franchement, ce qu'il fait, c'est super cool. Il a fait des grosses vidéos sur Colombo, plein de trucs sur les Simpsons. Vraiment, très très bonne chaîne. N'hésitez pas à y aller. En plus, on a fait un feat ensemble sur Blazy il y a quelques années, très sympa le gars. Et ça, en sociologie, c'est ce qu'on appelle un champ autonome, c'est-à-dire un milieu, un microcosme qui fonctionne avec ses propres codes et ses métiers spécialisés. Et la politique, c'est ça. Donc ça, c'est ce que Weber appelle vivre pour la politique, un groupe qui vit pour lui-même. Et ça crée un entre-soi. C'est une des explications de la déconnexion qu'on ressent avec le monde politique. Voilà, c'est ce que je disais, parce qu'il y a une différence pour vivre de la politique et vivre pour la politique. Il y a une énorme différence entre les deux. Alors maintenant, c'est les deux en même temps, mais si tu vis de la politique, bon déjà, si tu vis que de la politique, ça peut être un peu moyen, parce que y a ce truc de, si c'est que ça, ton métier et tout, tu vas peut-être faire passer tes intérêts de te faire réélire, ce genre de choses, avant l'intérêt du peuple. On peut par exemple parler, là récemment, Corbière, Garrido, Ruffin, tout ça, qui, sous prétexte de oui, nous ne laisserons pas la ligne mélanchoniste, gna 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 gna, ils ont fait genre que c'était pour faire vivre le NFP qu'ils ont continué à se présenter en tant que députés, mais on n'est pas dupes. On sait très bien que c'est parce qu'ils voulaient garder leur mandat. Parce que si jamais c'était pour le peuple et pour le NFP, ils se seraient retirés direct. Et ça se passe à droite comme à gauche, ce genre de choses. Donc déjà, vivre de la politique, si c'est que ça, au bout d'un moment, ça peut être un peu conflit d'intérêts, mais pour la politique, c'est encore pire, comme ils l'ont dit, pour le vase clos, et comme ils vont continuer à le dire là. Le deuxième point de la définition de Weber, c'est que les professionnels vivent de la politique. Bon, ça c'est plus clair, ça veut dire simplement être payé pour faire de la politique. À partir d'un certain niveau, vous le savez, les hommes et femmes politiques peuvent vivre de leur mandat, et ils en vivent même très bien. C'est cette décision prise par le bureau de l'Assemblée nationale d'augmenter l'indemnité de frais de mandat des députés, dont votre indemnité, Madame Givernet, de 300 € pour faire face à l'inflation. C'est cela, réaction amère, sur les réseaux, voire grinçante. Ah oui, tu m'étonnes, réaction amère et glaçante sur les réseaux. Genre, on nous dit tous les jours que pour réduire les coûts, que la retraite, on peut plus la payer, alors que la retraite, comme elle était avant, elle était autosuffisante. Et même si elle l'était pas, j'ai envie de dire, il y a d'autres moyens que d'augmenter l'âge de la retraite. On veut couper dans la RSA, on veut couper dans la hache, on veut couper dans plein de trucs. Mais par contre, parce qu'il y a de l'inflation, les pauvres politiques, faut leur donner une petite enveloppe supplémentaire pour leurs frais. Surtout quand on voit certains ce qu'ils font de leurs frais. Tu m'étonnes que les gens ils sont en colère. On leur dit qu'il faut se serrer la ceinture, sauf les politiques au bout d'un moment. Et bien sûr les grandes entreprises. Au bout d'un moment, faut pas être con pour se rendre compte qu'on se fait douiller, quoi. En France, un député gagne à peu près 7 600 € bruts par mois, sans compter d'autres avantages. Ouais, le président et le premier ministre, c'est autour de 16 000 € bruts. Les secrétaires d'État gagnent tous au-dessus de 10 000 €, etc., etc. Vous vous rendez compte les prix là qu'ils viennent de dire, 10 000 € bruts, etc., etc. Mais c'est une dinguerie. C'est juste n'importe quoi. Et moi, j'ai aucun problème au fait qu'un politicien gagne bien sa vie, tu vois. J'ai envie de dire, ils font des métiers importants pour la nation, c'est normal. Mais quand ça devient trop, et là c'est trop, je pense, on est d'accord que 10 000 balles c'est trop, ils vont pas faire le métier par la passion du truc, pour le fait d'aider le peuple, ils vont le faire pour en vivre et garder leurs privilèges. Ce qui paraît compréhensible au bout d'un moment. Quand t'es habitué pendant 5 ans à avoir ton 10 000, 15 000 balles brutes par mois, t'as pas envie de le lâcher, avec tout ce qui va en plus à côté, la petite enveloppe, pourquoi pas la petite voiture de fonction, etc., etc. Donc tu m'étonnes en fait que il y en a, ils sont prêts à toutes les magouilles et à toutes les trahisons possibles pour garder leurs privilèges. Et c'est un problème. Petit récapitulatif, on vous a expliqué ce que c'est la définition d'un professionnel de la politique selon Weber. Il vit pour la politique, donc dans un champ autonome. Un champ autonome, c'est donc un univers social indépendant qui a ses propres règles et qui ne peut pas être compris entièrement de l'extérieur. Bon, là, on vous le décrit en termes sociologiques un peu pompeux, mais vous le comprenez très facilement quand vous parlez d'entre-soi, par exemple. Il est un peu déconnecté de la réalité, peut-être qu'il écoute pas assez, il est trop persuadé d'avoir raison, quitte à être tout seul. Il n'est pas dans la réalité, il est dans son monde à lui et pas dans le nôtre. C'est deux mondes totalement différents. Mais surtout qu'en plus, Macron, c'est l'un des pires exemples à ce niveau-là, parce qu'il y a ceux qui cyniquement et consciemment préfèrent ne pas écouter les Français,
leurs collaborateurs, etc. parce qu'ils ont un plan à la Sarkozy en mode je veux faire ceci, cela, tu vois. Et ceux comme Macron, en tout cas j'ai l'impression, je pense, qui ne se rendent même pas compte, qui pensent qu'ils ont un tel génie, qui pensent qu'ils sont tellement forts que, comme on sait sur Macron, ça a été dit que Macron il a dit plusieurs fois ah si je ne le fais pas, ce sera jamais fait bien, je dois tout faire, machin. Mais non frérot, tu dois pas tout faire, tu crois juste que t'es meilleur que tout le monde et c'est pour ça que tu fais de la merde. Redescends, redescends. Et le deuxième point qui caractérise l'homme politique professionnel, c'est qu'il est payé pour la politique, il vit de la politique. Daniel Gaxi le résume ainsi. On voit que la notion de professionnalisation possède deux sens. Dans un premier sens, elle désigne l'exercice d'une activité rémunérée à temps plein. Dans un second sens, la notion de professionnalisation désigne une forme particulière d'organisation des métiers. On peut penser aux professions libérales, avec une formation spécifique dans des écoles spécialisées, des savoir-faire particuliers, une déontologie. Et les deux points sont liés, c'est parce qu'il y a de l'argent que le champ peut être autonome et déconnecté du reste de la société. Et là, on serait tenté de dire « Ah bah, il suffit de leur couper les indemnités, ça leur fera les pieds, ça va leur redonner le sens des réalités à ces grosses feignasses. » Objection! C'est faux. Mais c'est faux. D'abord, en France, les indemnités parlementaires, c'est quelque chose de très ancien. C'est le juriste Aurélien Baudu qui en parle dans la Revue française de droit constitutionnel. La majorité des régimes qui se sont succédés en France depuis 1789 ont admis le principe de l'indemnité parlementaire, à l'exception des régimes censitaires. Et selon vous, pourquoi les élus des régimes censitaires, donc des régimes où il faut avoir une certaine fortune pour être élu et pour voter, n'ont pas d'indemnité ? Eh bien parce que l'indemnité, c'est justement ce qui permet à tous de faire de la politique. Et ça n'a pas de sens dans un régime qui est par définition restreint à un petit nombre de personnes. C'est ce qu'explique Aurélien Baudu. Facteur essentiel de la démocratisation des régimes politiques, l'indemnité parlementaire est destinée à compenser les frais inhérents à l'exercice du mandat. Elle permet à tout citoyen, quelle que soit sa situation de fortune, de pouvoir prétendre entrer au Parlement et garantit aux élus de la nation les moyens de se consacrer pleinement et en toute indépendance aux fonctions dont ils sont investis. Oui, c'est bien. Ah oui, c'est cool ça. En vrai, l'idée, elle est bien, mais le problème, c'est que quand on met en politique et qu'on fait élire quasiment que des gens qui ont déjà les moyens, c'est discutable. Oui, c'est bien l'arrivée du suffrage universel qui permet la mise en place de l'indemnité parlementaire. Un ouvrier qui travaille à plein temps, s'il n'y a pas d'indemnité parlementaire, il n'a pas le loisir de s'engager en politique et d'être élu. Vous pensez que Rachel Keke aurait pu abandonner son travail de femme de ménage pour siéger à l'Assemblée nationale s'il n'y avait pas eu les indemnités ? Qui a déjà touché 800 €? Qui a déjà touché 900 €, 1000 €? Personne. Personne. C'est pour ça que vous rêvez pas moi. Je vous ai pas dit par jour. Pas moi. Elle est trop forte, je suis désolé, mais franchement, j'ai grave de l'empathie pour elle parce que ça se voit qu'elle est terrorisée. Tu m'étonnes, elle est toute seule. Évidemment qu'il y a les autres membres de la LFI pour la soutenir, elle a Carrie quand même. Mais elle est toute seule, elle est la seule prolo. C'est la seule prolo entourée de bourgeois, déconnectés de la réalité. Et même dans son camp, même ceux qui comprennent, ils comprennent, mais ils l'ont jamais vécu la précarité. Effectivement, je pense que là, à ce moment-là, elle était la seule à avoir vécu avec 900 € par mois. Et elle précise bien par mois et pas par jour, parce qu'il y en a, c'est ça. Et c'est ça qui est terrible, c'est... Moi, je suis chaud, l'indemnité parlementaire, etc. Et d'ailleurs, très bon exemple, Rachel Keke, dans le côté... bah ouais, sans l'indemnité parlementaire, Rachel Keke, elle aurait pas pu exercer. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez des Rachel Keke. Et dès qu'on veut en mettre, maintenant, il y a des éditorialistes à con, et il y a des politiques, etc., qui sont... Et même des gens sur Twitter, en mode, non, mais c'est une femme de ménage, elle sait pas de quoi elle parle, nanana. Oui, parce que machin qui a fait des études de manager pendant je sais pas combien d'années, il s'y connaît mieux dans le sens de la réalité. Je pense qu'elle est plus consciente de ce qu'il faut pour les Français et Françaises de base que tous ces gens qui ont fait management et même des fois avocat ou ce que tu veux, tu vois. Elle a un vrai sens des réalités, elle, au moins. Avant les indemnités, les seuls qui pouvaient faire de la politique, c'était les nobles, les rentiers, les gros propriétaires terriens. Donc oui, ça a bien été un outil de démocratisation. Après, aujourd'hui, on peut estimer que c'est trop élevé, on peut discuter des montants, mais ça reste que les indemnités, c'est un garde-fou de la démocratie représentative. Bon, alors comment on résout le problème de la déconnexion si on peut pas leur enlever toute leur thune? Écoutez ce que disait en 2022 le politiste Rémi Lefebvre, qui a notamment travaillé sur la gauche. Bah, déjà, on pourrait, avant de savoir ce que va dire Rémi Lefebvre, on pourrait effectivement baisser les indemnités. Le cumul des mandats, ça a déjà été fait, mais voilà, c'est bien. On pourrait faire en sorte aussi qu'ils ne puissent pas faire 10 000 mandats d'affilée, des maires qui sont là depuis je sais pas combien d'années, faire en sorte qu'il y ait une pluralité des profils dans la politique, que ce soit pas que des gens de la classe haute, que ce soit aussi des gens de la classe moyenne, voire même prolétaires. Ce genre de choses, ça pourrait aider. Pourquoi le PS reste en lice au candidat présidentiel? On pourrait dire, mais Anne Hidalgo, mais c'est... Pourquoi elle abandonne pas? Pourquoi le Parti communiste a présenté un candidat? C'est pour défendre leurs élus, en fait. C'est pour défendre, parce que les grands-mères... Alors, il veut dire les maires des grandes villes, pas les grands-mères, genre, oh, il y a trop d'immigrés, les halles de Vesoul, c'est plus comme avant à cause de l'extrait, là. Mais j'allais faire la blague, il l'a fait avant moi, je suis triste. Premier degré, j'allais la faire. Donc pourquoi Anne Hidalgo, pourquoi Fabien Roussel? Et puis défendre leurs députés, en fait. Et ils ont l'impression, alors,
sais pas si c'est un très bon calcul, que pour exister comme parti, il faut être candidat à l'élection présidentielle, mais en fait, il s'en fout de l'élection présidentielle. Fabien Roussel, il sait bien, même s'il a un peu progrès, il va pas gagner l'élection présidentielle, mais il faut exister. Et il pense au scrutin d'après, en fait. Il pense aux élections législatives, dotation publique, le PS pense à conforter ses maires, etc. Et du coup, c'est de la thèse que je développe aussi dans mon bouquin sur la gauche. En fait, les électeurs de gauche sont pris en otage des luttes d'appareil et des luttes de professionnalisation politique des partis politiques, vous voyez. Rémi Lefebvre, là, il a prononcé un mot très important pour expliquer la déconnexion et la professionnalisation. Ce mot, c'est la... Grand-mère. La carrière. La carrière, j'allais le dire. Bah oui, malheureusement, c'est logique. Si on parle de professionnel, on parle de carrière. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est ce qu'on voit, et c'est ce que les gens critiquent aussi de plus en plus, tu vois, à tort et à raison des fois, parce que c'est pas parce que tu fais carrière dans la politique que t'es forcément un connard qui veut juste garder ton job, tes indemnités, etc. Par contre, au cas par cas, on peut pas trop savoir, même si des fois c'est faisable, mais par contre, on peut voir d'un point de vue appareil de parti, les stratégies, à quel point ils sont prêts à renier certaines valeurs, à droite ou à gauche, hein, pour pouvoir justement se faire élire, avoir toujours des élus, avoir toujours une assise, etc., etc. Des fois, la stratégie, elle est valable, elle est viable, et des fois, ben, ça nous coûte le deuxième tour de la présidentielle, tout simplement. Prenez un exemple totalement au hasard. Michel Barnier, professionnel de la politique par excellence. Bah lui, il a fait une très belle carrière. Conseiller général de 73 à 99, député plusieurs fois entre 78 et 93, sénateur pendant 2 ans, plusieurs fois ministre, d'abord sous Balladur pendant la cohabitation avec Mitterrand, puis sous Chirac et Sarkozy, député européen, vice-président de la Commission européenne et négociateur en chef de l'Union européenne, et désormais Premier ministre d'Emmanuel Macron. Le gars a tout fait, je suis sûr qu'il a même été élu délégué de classe en 6e. Non, c'est vraiment le prototype, la définition même de la carrière. La notion de carrière renvoie dans le langage courant à l'idée de carrière professionnelle, au sens des successions de postes occupés, et souvent à l'idée d'ascension sociale, faire carrière. Alors c'est quoi le problème? Il a bien droit de passer de conseiller général en Savoie à Premier ministre, Michel Barnier. Moi je trouve que c'est un beau modèle de réussite, il me redonne foi en la méritocratie. C'est vrai? Non. Déjà, la notion de carrière, elle entre en conflit avec le principe de la démocratie représentative. Je m'explique. Une carrière, c'est une réussite individuelle, la recherche personnelle de positions sociales et hiérarchiques plus élevées. Mais on ne met pas un bulletin dans l'urne en disant « je vais aider la carrière de ce type ». Un homme politique élu est censé avoir des objectifs collectifs. Il est théoriquement choisi par les électeurs pour défendre une vision de la société, un programme. Bim, les petites images de Corbière, Autain, etc. Je le disais tout à l'heure, et c'est ce que je disais la dernière fois, tu vois. Genre, quand je parlais des gens de droite qui disent oui, je veux faire pour le bien commun. Moi, encore une fois, j'ai un peu du mal avec ça, parce que si jamais t'es vraiment pour le bien commun, bah tu vas dans un parti qui prône le bien commun, pas dans un parti où t'es en mode individualiste. Mais en vrai, c'est ultra compliqué ce truc de carrière, parce que d'un côté, si jamais tu fais en sorte que ça renouvelle constamment, bah les gens ils ont pas le temps de se former politiquement, parce que ça reste un métier, ça reste tu peux pas faire ça n'importe comment, politicien ou politicienne, tu vois. Donc d'un côté, il faut former les gens, faut qu'ils aient de l'expérience, etc. Mais d'un côté, s'ils font que ça, eh ben on voit les dérives que ça amène. Ça amène du Barnier, ça amène des gens qui sont prêts à trahir ou à faire n'importe quelle bassesse. Corbière, Garrido, mal à la gorge, dis donc, pour garder leur poste, etc. Donc c'est compliqué, en vrai, moi j'ai pas de solution. J'ai des pistes en tête, mais j'ai pas de solution. Ça paraît difficile de conjuguer la défense de ce pourquoi on a été élu et la volonté d'avoir une carrière. Cette tension-là, elle peut mener à la trahison ou même à l'abandon d'un poste pour un autre avant même d'avoir pu exercer son mandat. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin un candidat à la mairie de Barcelone qui fut Premier ministre de François Hollande. Il démissionne de l'Assemblée nationale où il était jusqu'à présent député de l'Essonne. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. L'autre problème, c'est que ce sont toujours les mêmes personnes qui font de la politique dans nos démocraties libérales représentatives. Ils sont interchangeables, ils viennent des mêmes milieux sociaux, de la même classe sociale, parfois ils ont même la même profession. En fonction des pays, parfois il y a des tendances. En France, c'est les avocats, au Canada, c'est les médecins, en Suisse, c'est les gros agriculteurs. Bref, c'est des possédants, des bourgeois quoi. De bonnes idées, de bonnes solutions apportées par les gens d'en bas. Se faire foutre avec tes gens d'en bas, toi. Mais ouais, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ça qui est terrible, c'est pour une kéké, pour un Délogu, pour un Boyard, il y a combien d'avocats, il y a combien de Sarko, il y a combien de Le Pen, ils sont tous les deux avocats de profession à la base. Et le pire, c'est que même le peuple, une partie en tout cas, qui aurait tout à gagner, qu'il y ait des gens plus comme eux à l'Assemblée, bah il y en a plein, ils sont en mode non, moi je veux des gens de la haute, parce que eux ils savent mieux que nous, mais non, c'est complètement con. Les gens de la haute, s'ils sont élus, ils vont continuer à vouloir privilégier les
les intérêts de la haute. Pas tous, évidemment, mais une majorité. Alors si c'est quelqu'un qui vient d'en bas, certes, il y en a quand même qui préféreront leur carrière, qui sont prêts à toutes les bassesses, etc. pour évoluer, mais la plupart, ils font des trucs pour leur classe sociale, pour les gens d'en bas, c'est logique. Ce qu'on entend souvent, c'est si t'as envie de te présenter, t'as qu'à le faire. C'est vrai que sur le papier, tout le monde peut se présenter à une élection présidentielle. Oui. Il faut juste un peu de volonté. Comme Inox quand il a escaladé l'Everest, n'est-ce pas les jeunes? Ce célèbre youtubeur que vous connaissez probablement. Abonnez-vous à Blast. Si vous êtes de gauche, vous savez très bien que des notions comme le mérite, la volonté, c'est des choses qu'on critique pas mal ici. Ouais, et cette critique s'applique aussi pour le milieu politique. Pour entrer en politique, il faut maîtriser certains codes, il faut du temps libre, il faut aussi un certain réseau, et ça c'est des choses que tout le monde n'a pas le luxe d'avoir. Mais oui, non mais ils ont totalement raison dans le côté, oui, il faut du temps, il faut de l'instruction, et puis quand t'es là à vouloir survivre parce que, faut payer le loyer, faut payer la bouffe, faut payer pour les gosses et tout. Ouais, à côté du peuple d'en bas, vas-y, on va te dire comme Barnier, t'as pas le temps pour la politique, ou très peu. Ou alors faut que t'en fasses, entre guillemets, un métier, tu vois. Moi, genre, j'ai dû choisir entre culture et politique, j'essaye de faire un peu les deux, mais au bout d'un moment, j'ai dû choisir, tu vois. Et quand t'es d'en bas, tu peux pas forcément faire carrière, parce qu'il faut le temps, il faut l'instruction. Et puis on le voit, hein, quand un Poutou, il arrive devant Fillon, même quand il lui dit ses vérités en face, l'appareil politique est tellement gangréné et est tellement auto-centré et est tellement pour et par les puissants que, forcément, il y a une espèce de rejet, de réactance de « non, ta gueule !» Et c'est terrible et c'est violent. Tu veux dire que la déconnexion du champ politique avec le reste de la population, ça serait lié à une déconnexion sociale? Incroyable. Oui, on tombe de nos chaises. Et en plus, c'est de pire en pire. On traverse depuis plusieurs décennies une crise de la démocratie. La France, c'est un des pays d'Europe dans lequel les citoyens ont le moins confiance en leurs institutions et en leur classe politique, aux côtés de pays comme la Bulgarie ou la Roumanie. Génial, on est au même niveau que la Bulgarie et la Roumanie dans le fait d'avoir confiance en nos politiques. Wouhou! Mais d'un côté, tu m'étonnes, il y a scandale sur scandale, il y a procès sur procès, et encore, la plupart du temps, ça mène à rien parce que, oh mon dieu, j'ai Alzheimer, oh mon dieu, je suis malade, oh mon dieu, je suis libéré au bout de 10 minutes. Bon, après, ensuite danser, faire des livres ou je sais pas quoi. Et surtout, on n'est pas con. On voit bien que la plupart des politiciens ne nous ressemblent pas. Alors oui, il y en a, genre Lassalle, qui a l'air d'être le gars de sa campagne et tout, machin. Mais sans parler de ce mec qui est un peu une caricature et qui a quand même pas mal de problèmes aussi, même ceux de bonne intention qui veulent sincèrement être pour le peuple, ça reste pour la plupart des gens d'en haut. Il y en a très peu, des vrais gens en politique, très très peu. Et c'est pour ça que des figures comme Poutou, d'ailleurs, elles marchent bien auprès des gens. Même des gens qui sont pas de gauche, qui même des fois votent à droite ou à extrême droite, ils aiment bien Poutou parce que justement, il a ce côté vraie personne. Et c'est pas pour rien qu'on a déjà vu plein de fois des gens qui étaient en mode j'hésite entre Poutou ou Marine Le Pen. Parce que c'est la classe précaire, prolétaire, qui d'un côté s'est fait gaslight par le discours d'extrême droite, mais d'un côté, Poutou, il envoie des bourpifs sur les politiciens et ça fait plaisir. Et c'est ce qu'expliquait au moment de la réforme des retraites l'historien des démocraties, Pierre Rosanvallon. Je pense que nous sommes en train de traverser, depuis la fin du conflit algérien, la crise démocratique la plus grave que la France ait connue. Le pouvoir n'existe pas s'il n'y a pas de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est Guizot lui-même, un libéral, qui disait on ne gouverne pas avec des préfets, on ne gouverne pas avec des policiers, on gouverne parce qu'on est capable de saisir la société dans ses intérêts, dans ses passions, dans ses réalités. Est-ce que vous pensez que Michel Barnier, qui n'a jamais travaillé ailleurs qu'en politique, il peut saisir la société? Je sais pas, il peut saisir un steak à la rigueur. Bon, peut-être même pas, si ça se trouve, il a des domestiques. Les politiques, ils cuisinent pas. Je prends des œufs et je me dis, ça, une omelette, c'est facile. Seulement, je bats mes œufs avec les coquilles. La meuf, elle est tellement déconnectée qu'elle bat les œufs avec la coquille. À quel niveau d'assistanat on est? Et moi, c'est ça qui me fait marrer, c'est que ces gens-là, ils sont en mode les immigrés, le RSA, la fin de l'assistanat et tout. Mais vous avez pas compris, les gars, en fait. C'est vous qui êtes assistés. C'est vous qui êtes assistés en permanence parce que vos enveloppes parlementaires, vos fiches de paye, etc., c'est qui paye ça? C'est le contribuable, frérot. Donc les assistés, dans l'histoire, c'est plus vous que le reste. Parce que le chômeur qui a ses droits de chômage, il a cotisé pour ça. Alors que toi, t'as cotisé quoi pour ton indemnité parlementaire? Que dalle, mon pote. Et par contre, il y a ce truc de, quelqu'un qui a jamais travaillé de sa vie. En vrai, pourquoi pas au cas par cas, hein. Faut toujours voir au cas par cas pour ce genre de choses. Mais au cas par cas, pourquoi pas? Quelqu'un qui a jamais travaillé de sa vie, ok, d'accord, peut avoir conscience des gens. Mais c'est quelqu'un qui s'entoure de personnes qui ont vraiment travaillé, de vrais gens, etc. et qui les écoutent réellement. Et encore, c'est pas toujours le cas, tu vois. Donc non, ces gens-là ne savent pas battre des œufs pour faire une omelette et ils sont persuadés qu'ils peuvent diriger un pays. What is the fuck? Bon, il y a une crise démocratique, il y a une crise de confiance dans les institutions et cette crise, elle peut s'expliquer de plusieurs façons. On va vous résumer ce qu'on dit depuis le début.
Premièrement, on a une classe de politiciens professionnels qui vit pour et de la politique. Deuxièmement, et c'est la conséquence du premier point, on a une classe politique qui est homogène socialement et qui se concentre sur le maintien de sa condition. Oui, et pas sur l'intérêt général. C'est l'idée de carrière dont on vous parlait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Mais pas forcément, pensez aux actionnaires, aux propriétaires d'Airbnb qui pourraient tout perdre. Il n'y a pas que la révolte. Oh là là, les pauvres actionnaires. Mais déjà, la révolte, oui, c'est une idée, hein, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais le problème, bah, c'est qui gagne à la fin. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'extrême droite? Est-ce que c'est une nouvelle bourgeoisie? Parce que la révolte, c'était déjà ça, hein, la Révolution française, que c'était une révolte bourgeoise. Certes, les paysans ont beaucoup contribué au niveau de la main armée, mais en termes de décision politique après coup, il y a beaucoup plus la bourgeoisie que la paysannerie, tu vois. Donc faut voir aussi ce qu'elle donne, la révolte. Mais oui, c'est une option. Ça peut être révolte révolutionnaire, révolte par les urnes, ça peut être pas mal de choses. Déjà, il existe des outils politiques qui peuvent représenter une solution. Certains ont même déjà été utilisés sous Macron. Souvenez-vous, en 2019, Édouard Philippe et Macron ont lancé une convention citoyenne pour le climat, qui a réuni pendant plusieurs semaines 150 citoyens tirés au sort. Et ces gens qui n'étaient pas des politiques, ils ont acquis une expertise, une vraie expertise sur l'écologie. Et ils ont proposé à terme 149 mesures pour lutter contre le dérèglement climatique. Comment? Vous êtes en train de dire que quand on laisse vraiment le peuple proposer des choses concrètes, en leur donnant le temps et les moyens pour se renseigner, débattre en communion, eh ben ils prennent de vraies décisions, ils s'intéressent vraiment au sujet? Mais c'est fou ça, dis donc! Ah bah du coup, Macron, il a dû bien tout écouter, bien prendre tout ça en compte et appliquer les mesures dites par la Convention, je suis sûr. Hein? C'est ça? C'est ça? Bon, après Macron, il a dit rien à foutre, il a quasiment rien gardé des propositions. Ah, qui aurait pu prédire, dis donc? Mais dis donc, c'est la surprenance tout ça. J'ai 150 citoyens, je les respecte, comme des parlementaires. Mais je vais pas dire parce que ces 150 citoyens ont écrit un truc, c'est la Bible. Non, mais tu pourrais peut-être le prendre en compte. D'un côté, c'est toi qui as voulu qu'il fasse ça. Fais en sorte que, je sais pas, quelque chose. Mais dans l'idée, c'était plus démocratique. D'ailleurs, ils ont retenté le coup l'année dernière avec la Convention sur la fin de vie. Et c'est une solution pour sortir des logiques de professionnalisation, comme l'explique le politiste spécialiste de la démocratie représentative Bernard Manin. On pourrait ajouter d'ailleurs que dans la participation de ces citoyens ordinaires, il y a aussi un rejet de la professionnalisation politique. Et dans ces instances, il me paraît important qu'un seul objet soit discuté. De sorte que sur une action particulière, on avance des arguments et on propose des idées sur la base des mérites propres de l'action et non pas en vue de considérations ou avec des considérations d'avancement de carrière ou d'appartenance à un spectre idéologique. Alors, basé, ce qu'il dit, le gars, tout ça, il y a plein de trucs intéressants, mais on dirait pas qu'il est presque mort ou en train de dormir visuellement. Regardez ses yeux, regardez sa posture, on dirait un personnage de dessin animé, un vieux de dessin animé qui va bientôt claquer, c'est terrible. Faites quelque chose. Oui, en plus, le format convention citoyenne, c'est pas un mandat politique renouvelable. Les conventionnels, ils viennent avec un objectif à remplir dans un temps limité. Bah, ils n'auront pas une carrière à la Michel Barnier, désolé pour eux. Bon, c'est très cool, mais ça reste des solutions à la marge, puisque les institutions peuvent décider de ne pas en tenir compte, ignorer les conclusions de ces conventions, voire même les instrumentaliser en disant « bon on vous a écouté, et puis maintenant, on fait ce qu'on veut ». Évidemment, il y a d'autres pistes, on pourrait penser à changer complètement la nature de notre régime, passer à autre chose qu'une démocratie représentative, mais bon, j'ai l'impression que c'est pas pour tout de suite. Bon, révolte. Ah. Non mais les conventions ça pourrait être une bonne idée. Tu fais un peu plus de conventions avec une obligation des politiques de vraiment prendre en compte ces conventions et d'appliquer certaines choses etc. Ça peut être une bonne piste. Mais bon après on connaît les politiques quoi. Donc ce qu'il reste comme solution concrète c'est d'investir des espaces en dehors des institutions. Ça peut être des associations, des ONG, des mouvements sociaux. Ça peut être aussi des syndicats. Est-ce que ce serait pas encore un autre épisode qui va se finir par « syndiquez-vous » ? Je vois pas d'autres solutions immédiates malheureusement. Sauf si Michel Barnier, depuis 1972, c'est un trotskiste infiltré qui en fait veut faire tomber l'État de l'intérieur. Non mais syndiquez-vous. Ouais, syndiquez-vous. Très cool, très cool ce nouveau format, ultra intéressant. En vrai, est-ce que je préfère ça au portrait? Alors oui, d'un point de vue politique et faire apprendre des choses aux gens, mais d'un côté, je préférais les portraits pour le côté un peu plus documentaire, on retrace l'histoire, etc. Mais d'un côté, ils ont fait quand même pas mal de portraits de catégories principales politiques, on va dire. Donc je peux comprendre qu'ils aient envie, puis même envie de changement, etc. Mais en tout cas, très cool l'émission. Malheureusement, bah ouais, à part aller dans des assos, les syndicats, les manifs, les grèves, tous les trucs habituels, quoi, il n'y a pas grand chose à faire pour l'instant. Se préparer à 2027 et tenter d'apporter quelque chose de plus démocratique, avec des institutions plus justes et tout, mais bon, sinon,
Voilà quoi, on est dans la merde. Mais en tout cas, vraiment très cool l'émission. Vraiment. Tout va bien.